Et Astrid, donc cofondatrice de FEV. Avec FEV, nous, notre objectif, c'est d'aider à l'installation d'agriculteurs et d'agricultrices et de cette nouvelle génération de porteurs de projets et de contribuer ferme après ferme au développement d'un modèle agricole qui soit plus vertueux à la fois pour l'homme et pour l'environnement, pour l'humain et pour l'environnement. Donc, pour répondre à cet objectif, FEV agit à deux niveaux via une plateforme digitale, donc Lagrange, qu'on vous mettra le lien dans le chat, qui vise à simplifier le parcours qui peut parfois être un parcours du combattant à l'installation agricole. Et l'objectif, c'est justement sur cet espace d'avoir accès à du contenu, des outils, des événements, vraiment faciliter la mise en réseau entre les différents acteurs de l'accompagnement à l'installation aujourd'hui, également entre les porteurs de projets, pour donner à chacun et chacune toutes ses chances de concrétisation et de pérennisation de son projet d'installation. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on agit. Et puis, on a également une solution donc, pour l'accès au foncier, une solution de financement. Où, sur ça, donc, on a une foncière solidaire qui s'appelle les FEV et qui organise le financement du rachat de fermes en faisant appel à l'épargne citoyenne. Et pour ça, donc, ces fermes-là, une fois qu'elles sont rachetées, elles sont mises en location avec une option d'achat à un ou plusieurs agriculteurs, à la condition donc, de respecter notre charte agroécologique. Voilà, et donc en parallèle de ça, on a nous décidé là, il y a quelques mois de lancer une série de webinaires qui s'appelle donc les Voix du terrain et dont l'objectif est d'aller à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont installés sur des fermes agroécologiques diversifiées. Le constat qui a été le nôtre, c'est que d'un côté, on avait de plus en plus d'agriculteurs, d'agricultrices avec qui on échangeait, qui étaient installés et qui étaient sur des modèles qui se montraient être viables à la fois économiquement, environnementalement parlant et socialement aussi, et qui nous disaient être extrêmement sollicités et donc difficile pour eux de répondre à toutes les demandes. Et puis de l'autre côté, un grand nombre de porteurs de projets qui nous disaient être en recherche de retour d'expérience. Et donc, on a décidé de créer ces occasions pour qu'elles soient des occasions de rencontres pour faciliter le partage de connaissances. Donc aujourd'hui, c'est le 5e webinaire de cette série Les Voix du terrain. Précédemment, on a accueilli Johan de la Ferme des Clos, Gaëlle également de Gone Girls. On avait aussi accueilli Benjamin de la Ferme de Trèvreau et puis Rémi de la Ferme des Volonteux. Et le point commun de ces fermes, c'est qu'elles sont à la fois diversifiées, collaboratives. Aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous Baptiste des Jardins de l'Aume. Donc, en deux mots, et puis ensuite, Baptiste, je te laisserai te présenter. Mais donc, les Jardins de l'Aume, c'est une ferme qui a un historique familial, qui est aujourd'hui en bio sur 90 hectares en Nord-Charente, 100% végétal, avec 8 hectares de maraîchage sur sol vivant et 80 hectares de production de céréales et légumes secs, avec également donc une conserverie qui s'est lancée là tout récemment pour transformer les produits en bocaux. Sur cette ferme, il y a 7 ETP aujourd'hui, dont 2 associés. Et elle a aussi la particularité de permettre à toutes les personnes qui y travaillent d'avoir 2,5 jours de week-end par semaine, donc ce qui est assez peu commun, il me semble. Voilà, donc on va parler aujourd'hui avec Baptiste de l'histoire de son installation, de l'organisation du travail, de aussi son retour d'expérience sur différentes tentatives d'intégration d'associés, des freins et leviers également qu'il peut y avoir dans une installation de ce type sur une ferme donc qui a cet historique familial, et puis également des choix agronomiques, notamment de fertilisation, qui ont été pris. Et puis on terminera sur plus la viabilité économique du projet aujourd'hui. Donc pour ça, on va se donner à peu près 30-40 minutes d'échange donc avec Baptiste, où au cours de l'échange, je vous invite chacun et chacune à poser toutes vos questions, donc soit dans le chat, donc sur la section donc converser, qui peut aussi s'appeler discuter en fonction des versions Zoom que vous avez. Donc là sur Zoom, ou également ça peut être via le lien Discord, donc Marguerite vous a partagé et va vous repartager. Et donc, ce lien Discord, en fait, c'est une communauté de porteurs de projets qu'on a lancé récemment. Et donc, via ce lien-là, on souhaite donc créer un lieu de discussion pour rassembler tous les porteurs de projets qui ont un projet d'installation agricole.
Et puis ensuite de ça, donc après ces 30-40 minutes d'échange avec Baptiste, on prendra à peu près une vingtaine de minutes pour justement répondre à la plus grande partie des questions que vous avez eues pendant l'échange. Voilà, bonjour Baptiste. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, super. Bah, écoute, merci d'avoir accepté de prendre ce temps pour venir partager ton expérience. Est-ce que tu peux commencer par un peu nous présenter, indiquer d'où tu viens, pourquoi tu as décidé de t'installer sur cette ferme au Jardin de l'Aume? Pourquoi ce lieu? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et puis l'histoire du projet? Ok. Alors ouais, effectivement, moi j'ai grandi, on va dire, en périphérie d'Angoulême, donc du coup Charente. La ferme familiale était à peu près 35 minutes de route du lieu d'habitation, donc j'y allais en fait relativement rarement. Et c'est au cours de mon cursus d'école d'ingénieur en agronomie, voilà, je me suis spécialisé en dernière année sur le suivi et développement de projets. C'est à peu près à mi-parcours que j'ai réalisé que en fait, l'opportunité de reprendre une ferme de cette ampleur-là, en plus, qui était à l'époque de 140 hectares et qui s'est réduit à 90 hectares lors de mon installation. C'était une opportunité vraiment importante, et je l'ai mesurée au regard de différents voyages à l'étranger, au regard de la montée en connaissances et en compétences sur le monde agricole français. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les dispositifs agricoles euh, qui pouvaient appuyer de près ou de loin à l'installation. Du coup, c'était en Guadeloupe, mais voilà, c'était très proche comment dire, du régime du coup européen, donc ça concernait aussi étroitement la France. Et fort de tout ce constat-là, je me suis dit, bah ouais, là, il y a une super opportunité au moins à cette échelle-là, de pouvoir répondre à tous les enjeux contemporains, donc qu'ils soient, enfin, et notamment liés au monde agricole, donc qu'ils soient en termes de rémunération, en termes de vivabilité du travail, en termes de rapport au vivant de manière générale. Donc, quand je parle du vivant, j'inclus toute notre biosphère, mais aussi les hommes, les humains qui y travaillent. Et un an après mon installation, donc qui a eu lieu en 2018, un an après, ma compagne s'est associée avec moi et a monté ce fameux laboratoire de transformation de plats cuisinés et de bocaux dont tu parlais, Astrid. Ok, super. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un Ouais. peu plus sur comment est-ce que, parce que donc aujourd'hui, il y a à la fois donc, cet atelier de transformation conserverie, du maraîchage et également une partie donc, céréales et légumes secs. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ces différents ateliers ont été mis en place et puis quels ont été les moments déterminants, peut-être toi depuis ton installation en 2018, sur la construction et le dimensionnement du projet? Ouais. Alors les 2 années pour moi les plus déterminantes, c'est celles que j'ai passées en salariat sur la ferme, Hmm. juste après être sorti des bancs de l'école et juste avant de m'installer. Et en fait, ces 2 années-là, elles m'ont vraiment permis de comprendre comment fonctionnaient nos sols, quelle était un peu l'histoire de la ferme, dans quel environnement social elle se situait, et politique. Parce que du coup, il y a toujours des casseroles quand on récupère une ferme. Donc ça, c'était un moment assez déterminant. J'en ai profité pendant ces 2 années pour vraiment me former bien plus techniquement. L'école d'ingé, elle ne forme pas du tout à la technique de manière générale. Et donc là, ouais, j'ai mangé un bon nombre de bouquins, de vidéos de Vers de Terre Production, qui fait un taf assez incroyable sur la mise à disposition des savoirs et des connaissances. Voilà, 2018, on va dire que quand je me suis installé, il y avait 80% du boulot qui était fait, si je puis dire. Parce que c'était le modèle que j'avais en tête était déjà pensé, et voilà, on passait sur la phase réalisation. Donc j'ai vraiment axé dans un premier temps le travail sur le maraîchage, qui n'était pas viable quand je l'ai repris. Voilà, ça faisait bosser une personne plus 2 saisonniers quoi, l'été. Et aujourd'hui, on est rendu à 3 personnes vraiment à temps plein dans les champs. Chacune de ces personnes a aussi un point de distribution en AMAP à prendre en main toutes les semaines. Moi, j'en ai également aussi un. Et on a une personne qui est
qui est à mi-temps sur tout ce qui est administration des ventes. Sur tout ce qui est administration des ventes, plus le suivi client et gestion, on va dire, des commandes plus opportunistes ou particulières qui concernent les collectivités. Ça, c'est pour le volet maraîchage. En même temps, j'avais pensé à un programme de développement de la mise en place du maraîchage sur sol vivant sur 3 ans. Je l'ai pas fait d'un seul coup comme ça parce qu'il y avait déjà une production qui était lancée. Donc, je me suis vraiment appuyé sur la rotation en fait pour tous les ans convertir une ou plusieurs parcelles au maraîchage sur sol vivant. Peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure techniques. Mais ça, voilà, c'était le gros morceau sur le maraîchage avec la construction d'une chambre froide, d'une chambre tempérée, d'un espace de lavage et de conditionnement des légumes et d'un atelier aussi conséquent et des bureaux. Les bureaux, d'ailleurs, petite anecdote, c'était je l'avais pas prévu au début dans mon installation et c'est quand Marina, ma compagne et associée, m'a rejoint qu'on a pensé là, à la construction d'un bureau. Et je crois que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir pensé au début. Voilà. Concernant le volet grande culture, il y a eu un tuilage entre une personne avec qui on a fait tout un processus d'intégration pour qu'il soit associé. Au final, ça a débouché sur du salariat. Mais les deux parties étaient vraiment contentes, c'est-à-dire que Marina et moi, on était contents et conscients que sa place, c'était bien en tant que salarié, et lui-même s'est rendu compte de ce que supposait être associé et de toute la charge qu'il y avait à devoir gérer une entreprise. Et il était content de se retrouver en tant que salarié. Ça, c'est pour les grandes cultures. Là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 140 hectares à 80, donc la rotation a aussi beaucoup changé. Et malheureusement, on a dû sortir de la prairie du système, ce qui fait que là, aujourd'hui, on a des problématiques techniques, notamment sur l'ensalissement et des retours de fertilité. Donc à terme, l'idée, c'est de remettre de la prairie, de désintensifier et pourquoi pas collaborer avec des éleveurs, voire d'en installer. Okay. Et enfin, le dernier atelier, qui est le labo de transformation, qui vise à valoriser à la fois les légumes frais, qui ne sont pas vendables, mais aussi parfois les surplus de production. Et là, on est rendu à un point où en fait, on met en culture pour pouvoir approvisionner le labo. Ça valorise les légumes frais, mais ça valorise aussi les légumes secs. Et voilà, et je terminerai sur le fait que les légumes secs et les céréales sont en apport total via une petite coopérative de 25 adhérents qui s'appelle Les Fermes de Chassagne et qui a la particularité de tout intégrer en termes de filière. C'est-à-dire qu'on trie, on stocke, on conditionne, on transforme et on vend nous-mêmes. Ok. Voilà. Super, bah, écoute, il y a pas mal d'infos là dans tout ça. Peut-être pour résumer là ce que tu as dit déjà sur l'organisation, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des responsables par atelier. Enfin, sur le maraîchage, il y a donc 3 ETP, plus toi aussi qui gère la partie AMAP. Et donc, ces 3 ETP sont à la fois sur l'atelier maraîchage, à la fois sur la gestion de la commercialisation. Il y a également un ETP sur la partie grande culture, plus une personne donc, sur la partie laboratoire de transformation et après une personne sur la partie administration vente, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la manière avec laquelle vous êtes organisé, les rôles et responsabilités, et peut-être aussi faire un point sur justement ces 2,5 jours de off, disons, par semaine, qui me semblait être un point important aussi dans votre modèle. Donc peut-être en dire 2 mots sur le choix de ça et les raisons. Ouais. Alors, les week-ends de 2,5 jours, ils concernent les maraîchers et les laborantins, si je puis dire. Les grandes cultures, j'en parlerai après parce que c'est un rythme qui est complètement différent. Le maraîchage, ouais, nous, on a vraiment, j'ai vraiment choisi de mettre l'accent sur un niveau d'organisation assez élevé. Et donc, ça suppose un niveau de communication assez élevé. Et en gros, ça se repose sur, on va dire, 3 gros piliers. Le premier, c'est un tour de ferme toutes les semaines, tous ensemble, avec toute l'équipe. Ça permet de visualiser la totalité des cultures, de voir où chaque parcelle en est et de pouvoir avoir de la visibilité sur les tâches qu'il y a à faire pour la semaine et puis même pour du plus long terme.
Ça, j'ai mis ça en place, j'allais dire, il y a 2 ou 3 ans. Et à partir du moment où je l'ai mis en place, ça a révolutionné pas mal de choses. On n'a plus jamais été en retard sur quoi que ce soit. Et ça permettait de prioriser les tâches. Le deuxième point qui est super important et là qui rejoint le volet humain, c'est le fait que les 3 personnes qui sont en CDI aujourd'hui sur le maraîchage, en fait, c'est 3 co-chefs de culture. C'est-à-dire qu'ils ont le même niveau de responsabilité, ils sont répartis, ils n'ont pas forcément euh, les mêmes tâches en fait à suivre et les mêmes responsabilités à gérer. Mais par contre, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mm. Et voilà, donc du coup, c'est assez horizontal là-dessus. Il y a pas voilà, il y a pas de N+1, N+2, N+3. Il y a juste moi avec ces 3 personnes-là. Ça, c'est aussi hyper important parce que du coup, ils ont un très fort degré d'autonomie. Aujourd'hui, voilà, moi, je considère que je peux m'en aller pendant 1 ou 2 mois. Je sais que ça tourne sans aucun problème. Et moi, j'ai une fonction beaucoup plus, j'allais dire, support, dans le sens où bah, déjà, je mange toute la charge de travail administrative et tout ce qui a trait à la gestion d'entreprise, mais je veille aussi aux bonnes conditions de travail. C'est-à-dire que dès qu'il y a un matériel qui est cassé, dès qu'il y a quelque chose qui est à remplacer ou qu'il y a un couac dans les organisations parce que X ou Y raison, ben en fait, ça, je m'en occupe et je fais en sorte qu'eux, qu'ils aient pas de parasitisme dans leur organisation de travail. Ça, c'est hyper important. Que ça peut concerner les machines, ça peut concerner des pics, j'en sais rien, de travail sur des petites périodes ou des à-coups de commercialisation parce qu'on se retrouve à devoir traiter des grosses commandes sur des surplus de légumes conséquents. Voilà. Et enfin, le dernier pilier, c'était l'approche technique. Le fait d'être passé du maraîchage bio traditionnel à du maraîchage sur sol vivant. En gros, notre système de production, il peut se découper en 4 sous-systèmes de culture. Il y en a 3 sur 4 qui sont en maraîchage sur sol vivant. Donc, on a toutes les serres, une petite surface de plein champ. Et, euh, et, et en gros, voilà, tout ça, c'est en MSV. Et grosso modo, on a réussi à faire chuter, on a divisé par 3 le temps de travail sur ces surfaces-là. Et en fait, je trouvais que c'était les surfaces qui étaient les plus chronophages, quoi, avant. Mm. Donc voilà, organisation du travail, relation j'allais dire le personnel, mais en fait, c'est plus que des personnels, c'est vraiment des collègues, quoi. Il y a un niveau de gouvernance qui est fortement intégré. Ils participent aux AG, ils sont concertés en permanence quand il y a des choix stratégiques à faire. Ils ne sont pas concernés par le projet politique, par contre, ça, c'est entre associés. Sur les volets, voilà, sur le volet stratégique, ils sont concertés, mais ils ne prennent pas la décision finale. Et enfin, sur l'opérationnel, ils sont complètement autonomes. Ok. Le côté labo, c'est Marina. Ouais, pardon. Côté Ouais. labo, du coup, c'est Marina qui gère complètement le truc. Elle est en totale autonomie là-dessus. Elle me concerte de temps en temps quand il y a des choix forts à prendre, mais sinon, voilà, elle est, on va dire, entre guillemets, un peu chacun chez soi, et ça permet aussi d'exprimer une certaine forme de liberté, en fait, à travers le travail. Donc ça, c'était hyper important. Et enfin, côté grande culture, le salarié qui est présent, lui, c'est un super chef de culture, j'ai envie de dire, et il gère son temps comme il veut. En fait, c'est lui qui pose ses congés comme il veut. S'il se met dans le rouge après, ce qui va être le cas, là, il a pris 1 mois de congé, il va revenir, ça va être les semis de printemps, ben, en fait, c'est lui qui gère. Mais le deal, il est clair dès le début. Il dit, bon, tu gères ton pic de travail, c'est toi qui assume. Et là-dessus, voilà, la confiance est réciproque. Mais ça a été 2 ans de collaboration avec lui pour arriver à ce degré d'autonomie et de liberté. Il a fallu que lui, il monte en maîtrise du système. Ok. Peut-être on Voilà. peut du coup rebondir là-dessus, et tu en as parlé tout à l'heure justement de la tentative d'intégration de nouveaux associés qui finalement n'a pas abouti. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce retour d'expérience, et notamment peut-être ça vous a permis de clarifier quelles étaient les compétences nécessaires pour s'installer en tant qu'associé sur une ferme? Voilà, Ouais. Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a j'allais dire, euh, comment dire, comment dire, les circonstances en fait externes qui sont inhérentes à la ferme et à son histoire qui peuvent être des freins. Et puis après, il y a vraiment l'histoire des hommes et de leurs compétences. Mm.
Donc, on a fait 3 tentatives d'association là, depuis qu'on est installé. Les 2 premières ont échoué pour plutôt des raisons liées à, comment dire, à l'environnement extérieur, à l'histoire de la ferme. Il y avait encore une très forte présence à l'époque de ma famille. Et c'est en train de s'hybrider petit à petit, et ça, c'est un peu en train de s'effacer au fur et à mesure du temps. Mais quand même, ça, c'était, voilà, ça transpirait au quotidien. On sentait qu'il y avait une culture familiale, on sentait qu'il y avait des discussions et des prises de décision qui étaient pas forcément pris au travail, mais ça pouvait être pris en dehors du taf, ou alors quand on se réunissait en famille, simplement le week-end, hein, forcément, on reparlait un peu boulot. Ça a été ça a été vraiment préjudiciable parce que du coup, nous, on avançait beaucoup plus vite et les prises de décision n'étaient pas faites ensemble. Ça, si c'était à refaire, je cloisonnerais beaucoup mieux et on intégrerait davantage les personnes dans le processus de décision, au moins, j'allais dire, du niveau stratégique. Le niveau politique, il était déjà posé de toute façon. Voilà, donc ça, c'était ce qui a fait défaut. Le deuxième, ouais, le deuxième point qui a vraiment fait défaut, c'est le foncier. Le foncier, aujourd'hui, il met, comment dire, c'est moi qui suis en fermage sur les terres et je les remets à disposition après de la structure. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un hotspot, quoi. C'est-à-dire que si moi, demain, je choisis de ne plus mettre à disposition le foncier, tout s'écroule. Et ça, c'est un point, j'allais dire, névralgique, quoi. Donc la seule chose qu'on a à faire, la seule stratégie qu'on a à faire, c'est que malheureusement, les détenteurs du foncier, les propriétaires aujourd'hui, cassent leur pipe pour qu'il y ait transmission et pour que moi je puisse être acheteur en fait à la fin. Enfin moi ou en fait l'idée c'est plutôt que la structure soit acheteuse. Ok. Et, et si elle n'a pas les reins pour le faire, qu'on passe par des foncières, type Fèves, type Terre de Liens, voilà. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, donc du coup, il faut prendre notre mal en patience. Et une fois qu'on aura déverrouillé ces deux freins, ça ira déjà beaucoup mieux. Ce qui n'empêche pas, entre-temps, en fait, de rencontrer du monde. Ce qui s'est passé avec le dernier en date qui aujourd'hui gère les grandes cultures. Et là, en fait, le processus, il a duré, je dirais, 1 an à peu près, où on a fait intervenir une personne extérieure qui avait pour but de nous canaliser dans les échanges et de prévoir des sessions de travail avec des thématiques précises. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la culture familiale plus le foncier étaient 2 freins majeurs. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les questions de compétences de chef d'entreprise. Enfin, voilà, il ne s'agit plus aujourd'hui d'être bon techniquement, d'être bon agronome, d'être bon technicien, d'être bon mécano, d'avoir de l'expérience du terrain, comprendre nos sols, etc. Mais c'est aussi maîtriser des stratégies économiques à long terme, c'est de voir venir les éventuelles répercussions du changement climatique et des risques qu'on prend. Ça se traduit ça par des stratégies directes en fait sur du moyen et du long terme. Typiquement, nous aujourd'hui, on a pris, enfin c'est un exemple, hein, mais notre projet il est calibré sur 7 ans et je veux dire notre pas temps en fait en termes de vie de projet, c'est 7 ans. L'idée c'est qu'on fasse des petits investissements à cycle court pour voir venir, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc en fait voilà, c'est à la fois de la compétence et aussi être un peu visionnaire dans le monde dans lequel on est, qui est quand même un peu compliqué et truffé de tensions. C'est aussi être en maîtrise sur des logiciels de compta, de suivi de trésorerie, des logiciels aussi comment dire, de calcul de temps de travail aussi. Parce que c'est pas parce que nous on est associés qu'on calcule pas notre temps de travail, on fait en sorte de pouvoir organiser le planning de toutes les vacances au moins 6 mois à l'avance, avec des possibilités de poser des lundis ou des vendredis pour tout le monde. Voilà, donc ça, on s'est aperçu qu'il fallait quand même un certain niveau de maîtrise. Et aujourd'hui, les porteurs de projets, on est toujours en recherche, en fait, en permanence de porteurs de projets qui seraient intéressés, notamment par le réseau du woofing. Et c'est les seuls woofers qu'on prend, c'est des gens qui sont relativement avancés dans leur recherche et dans leur quête d'installation agricole,
Et du coup, ça donne lieu à des échanges hyper intéressants. La motivation est là et il y a une vraie transmission qui se fait. Et entre guillemets, l'échange, il est vraiment là entre temps de travail d'un côté et puis connaissance de l'autre, quoi. Et Ok, micro-accompagnement, on va dire, sur les projets. Voilà. intéressant, oui, très, très bien. Oui, du coup, oui, dans les compétences, tu parlais, enfin, j'ai relevé l'aspect vision et du coup, aussi être en mesure de réfléchir à toute la dimension stratégique du projet, j'imagine. Et Mm. puis, tu as aussi pas mal évoqué toute la partie capacité à utiliser, gérer, peut-être aussi créer des outils Ouais. de gestion, que ce soit de la planification, que ce soit de l'organisation du temps de travail. Euh, ok, non, mais intéressant. Peut-être qu'on peut passer maintenant sur un autre sujet qui est celui plutôt qui concerne la partie technique, agronomique. Tu l'évoquais tout à l'heure en présentation sur la gestion de la fertilité notamment. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'une ferme donc, qui est 100% végétale. Ouais. Est-ce que là-dessus, tu peux justement nous expliquer comment est-ce que vous gérez cette fertilisation sur la ferme et peut-être quels sont les projets à venir parce que tu parlais éventuellement d'accueillir des éleveurs sur une partie des terres. Ouais. Euh, la stratégie de gestion de fertilité, elle est propre. Là, il faut vraiment scinder comment dire, le maraîchage et les grandes cultures parce que c'est deux stratégies différentes. Le maraîchage, aujourd'hui, il est en quasi-totalité en maraîchage sur sol vivant. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, on se base sur trois règles fondamentales. Des apports carbonés, j'allais dire annuels ou tous les 2 ans, un non-travail du sol pur et une couverture permanente, que ce soit du bâchage ou des engrais verts ou des cultures. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilise la biologie naturelle des sols qui a tendance à restructurer, à recréer de la porosité naturelle, à favoriser les échanges gazeux entre sol et air. Et en fait, naturellement, quand on apporte du carbone en surface du sol, il y a toute une chaîne trophique qui se met en route pour dégrader ce carbone-là, pour faire diminuer le C sur N, et jusqu'à ce que ce soit en fait complètement minéralisé et assimilable par les plantes. Sauf que toute cette chaîne trophique, pour pouvoir dégrader le carbone, a besoin de consommer de l'azote. Et en fait, en premier lieu, l'azote, elle va d'abord le taper dans le sol quand ça va être la première année de remise en vie. C'est pour ça qu'on fait un apport non seulement massif de bois, mais aussi relativement conséquent de fumier de volaille compostée pour limiter cette première forme d'azote de la première année. Et après, la structuration se fait toute seule. Et l'azote qui est capté est celui de l'air. Donc, l'air est constitué à un peu plus de 80% d'azote. Et l'idée, c'est que ça fonctionne en autonomie et retrouver une autofertilité naturelle. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche, hein, clairement. Là, on fait un suivi, on capitalise aussi pas mal d'informations sur notre temps passé, nos rendements, mais aussi le retour de fertilité avec des petites bandelettes nitrate check qui ressemblent à des bandelettes pH en fait, et qui permet d'avoir une approximation des reliquats azotés qu'il y a dans les sols. Et ça, on le fait avant, je veux dire, un mois avant l'implantation de chaque culture. Et aujourd'hui, dans les parcelles qui ont 3 ans d'existence et nos plus vieilles serres qui ont 4 ans de MSV, là, en sortie d'hiver, on se retrouvait avec des reliquats azotés autour de 300 unités, quoi. Sans avoir fait d'apport azoté du tout pendant 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui ça marche. On a fait plus 40% de rendement depuis qu'on est passé en MSV sur nos cultures d'été sous serre. Donc typiquement les tomates, poivrons, aubergines, ça a vraiment répondu fort. Et pour l'instant, on constate pas de chute, quoi, du tout. Même au contraire, ça continue à grimper un peu tous les ans. Donc, et en fait, voilà, la base en fait de notre fertilité, elle repose sur de la matière carbonée. Donc, au début, on a démarré avec beaucoup de broyats de déchets verts compostés. Donc, on achetait une bouchée de pain, c'était à peu près 11 euros tonne, quoi. Donc c'était rien du tout. Et en gros, pour vous donner une équivalence, on mettait 1 tonne par planche de 40 mètres. Ce qui était vraiment des apports vraiment, vraiment énormes. Et là, plus ça va, moins on en a besoin, mais on a toujours besoin d'apporter quand même une ration tous les ans. Et en fait, là, on a taillé et mis en place
On a taillé 1 kilomètre de haies en bord de rivière qui est constitué principalement de frênes pour en faire des têtards. Et ces têtards-là ont vocation à produire des rameaux qui seront broyés tous les 4 ans, à peu près. Et on a planté aussi également dans notre système maraîcher à peu près un autre kilomètre de haies avec la même vocation. Et l'idée, c'est d'avoir, vu que la taille est toutes les 4 ans, en fait, c'est de tailler un quart tous les ans pour être autonome sur notre BRF. Très rapidement, pour être autonome, je parle vraiment de fertilité, je ne parle pas d'autonomie en matériel, etc. Parce que c'est bien plus intéressant de faire venir un forestier, de lui faire élaguer tous les rameaux, qui passe ça dans un broyeur de 700 chevaux et on a notre stock pour l'année, quoi. Plutôt que de s'autonomiser et y passer un temps fou. Ça, c'est pour le petit détail technico-économique. Donc voilà, à terme, l'idée c'est de se passer complètement, enfin c'est d'être vraiment autonome en fertilité et que ce soit produit par des arbres quasi immortels, hein, parce que plus on les taille, plus ils rajeunissent. C'est un peu le principe de la trogne. Voilà. Après, ça c'est le système maraîcher. Notre système grande culture, lui, de base, on est sur des sols à faible potentiel. Voilà, il y a 20 cm de terre après sur un sous-sol calcaire, donc c'est très séchant. Très drainant. Et en fait, on s'est aperçu avec plusieurs collègues au cours des 20 dernières années que quand on apportait du fumier de volaille, quand on compostait, enfin en fait n'importe quel compost organique, qu'il y avait très très peu de retour de fertilité. Et ça s'explique notamment par un blocage de la capacité d'échange cationique où le calcaire en fait prend 95% de la place dans le sol. Donc en fait, tous les éléments ne peuvent pas être captés par les complexes argilo-humiques et ça file en lessivage et ça n'a pas le temps d'être capté par les plantes. Ou alors, il faudrait le mettre à des stades très précis, au mois de mai sur le blé par exemple, où là, la plante elle est capable de prendre tout de suite, quoi. Donc en fait, on fait une impasse totale sur sur les intrants fertilisants. Mais par contre, l'idée est plutôt de réintroduire de la prairie sur 2 ans à base de trèfle pour retrouver à la fois un effet sanitaire, c'est un effet nettoyant en fait du trèfle quand on fait 2 à 3 fauches par an, mais aussi, vu que c'est des légumineuses, à refaire un retour d'un azote qui n'est pas sous la même forme, qui est un azote qui est beaucoup plus stable et qui peut être encore conservé dans les pailles sur une durée d'à peu près 6 mois, quoi. Donc derrière, ces 2 ans de prairie, c'est d'avoir en tête de rotation des cultures à forte valeur ajoutée, qui sont aussi des légumineuses, type lentilles ou haricots rouges ou blancs, secs. Ok. Voilà. Donc en fait, le système prairial à réintroduire dans notre système de grande culture, il est déterminant. Et ça passe par 2 volets, soit réussir à valoriser ces prairies par de l'élevage, soit par une stratégie plutôt de compensation qui serait en fait tabler sur du légume de plein champ et introduire du légume de plein champ dans les rotations, de manière à compenser le manque à gagner par la réintroduction de prairies. Voilà. Et Ok. là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, on diminue à la fois la charge de travail et en même temps, on maintient le même niveau de performance économique ramené à l'ETP. Super clair. Non, mais très intéressant. Peut-être on peut passer, parce que là, il nous reste à peu près une dizaine de minutes d'échange et puis après, on prendra les questions des participants. J'aimerais bien que tu nous dises un mot sur le choix de vos circuits de commercialisation. Donc, tu as parlé d'une commercialisation à la fois via différentes AMAP et puis également via les fermes de Chassagne. Ouais. Donc, les fermes de Chassagne, si j'ai bien compris, c'est principalement pour la partie légumes secs. Et céréales. Et céréales, oui, exactement. Ok, mais pas sur les légumes frais, pas sur le Non. maraîchage. Ok. Ça, est-ce que tu peux peut-être nous dire, en fait, et lier ça à la partie économique, aujourd'hui, quelles sont en gros la répartition du chiffre d'affaires en fonction des différents ateliers que vous avez, et puis peut-être aussi quelle est la répartition du coup par circuit de commercialisation?
la Ouais. répartition. Ouais, ça marche. Alors, la stratégie commerciale concernant le maraîchage, puis en plus, là, elle a un peu bougé avec le Covid. On sait quand même, globalement, tous les maraîchers se sont un peu ramassés entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en moins sur 2021. Nous, on n'a pas été épargnés, ce qui nous a amené en fait, à arrêter tous nos marchés de plein vent. Alors, pour marché de plein vent, enfin, on appelle marchés communaux, en fait, parce que les gens ne sortaient plus. Ça a fonctionné vraiment au ralenti. On a divisé à peu près par 4 en fait, les chiffres des marchés de plein vent. Donc moi, ayant vu ça, justement, via un outil de suivi de trésorerie qu'on a construit en interne, ça nous a permis d'être très réactifs et d'arrêter l'hémorragie. On a arrêté les marchés et on est parti plutôt sur une stratégie qui visait plutôt à valoriser les AMAP parce que on avait déjà 3 AMAP. Et en fait, l'idée là, c'est qu'on en monte une 4e parce que le phénomène d'engagement des gens a super bien marché, quoi. Les gens ont joué le jeu, on n'a eu aucun retour négatif, même en période de Covid ou de confinement, les gens avaient le droit de venir. Et du coup, ça a bien marché, ça. Donc, on consolide notre système commercial sur 4 AMAP uniquement qui vont tourner autour de 70 familles. Et en fait, ces 4 AMAP sont concentrés sur 2 jours de vente, le mercredi et le jeudi, donc 2 et 2, quoi. Et ça joue un rôle aussi hyper déterminant dans l'efficacité au travail parce que en fait, il n'y a que 2 jours de récolte dans la semaine. Et en fait, ramener à l'ETP, ça fait une demi-journée, quoi. Ce qui est par rapport aux standards préconisés par les GAB ou la Chambre, on est 2 fois plus efficace par rapport aux standards en faisant ça. Donc là, voilà, ça c'était hyper intéressant, ce qui contribue, voilà, encore une fois, à viser juste, pas faire de surplus, pas trop préparer les légumes pendant la semaine, pas avoir de pertes, et en même temps avoir nos week-ends de 2 jours et demi. Ça, c'est pour le volet maraîcher. Le volet grande culture, on est en apport total avec la coopérative Les Fermes de Chassagne. Et ça, c'est quand même assez sécurisant parce que notre politique d'approvisionnement auprès des producteurs a un effet cliquet. C'est-à-dire que quand les prix montent, on s'assure que jamais ils ne redescendent. Et ça, on le contractualise avec les clients, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et même là, avec une flambée des prix actuelle, où le marché est complètement... Il n'y a plus de règles, en fait. Maintenant, c'est le conventionnel qui tire le bio, c'est n'importe quoi. Donc, tous les codes qu'on pouvait avoir au cours des 20 dernières années, aujourd'hui, ils ont complètement explosé. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va suivre le marché et aller vers une explosion des prix, quoi. Voilà, on préfère, comme tout bon céréalier, avoir 5 années moyennes plutôt que d'avoir 2 années bonnes et 3 mauvaises, quoi. Donc c'est pareil sur les prix. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le fait qu'on travaille avec eux, ça permet. Alors c'est à double tranchant. D'une part, ça permet une sécurisation de notre débouché, mais d'un autre côté, c'est aussi pas mal de temps investi. C'est aussi pas mal de temps investi dans la structuration du groupement. Il y a aussi tout un conseil d'administration avec des compétences sur une structure, qui est très exigeante en fait en compétences parce qu'on fait tout. Donc les administrateurs qui y sont nécessitent, il y a un vrai parcours de formation pour pouvoir intégrer ce genre de structure. Donc c'est hyper résilient, c'est hyper intéressant pour les fermes. Ça a tout son sens aujourd'hui au regard des enjeux, j'allais dire environnementaux, socio-économiques. Mais par contre, voilà, c'est un bon niveau de compétences qu'il faut pour pouvoir maîtriser tous les dossiers. Et donc là, moi, c'est plutôt moi qui suis en charge d'être. Enfin, voilà, je suis administrateur, vice-président de la structure et j'ai pas trop d'un diplôme d'ingé pour gérer tout ça. Et voilà pour le volet grande culture. Et enfin, le côté transfo, là, on est plus sur les magasins bio ou épiceries, pas forcément spécialisés bio, mais on est plutôt sur ces magasins-là. Et là, eux, par contre, ils ont mangé chaud pendant le Covid. Et là, on sent que le marché, voilà, ça revient timidement, mais c'est pas encore complètement ça, quoi. Voilà, donc en fait, on a vraiment 3 circuits de commercialisation qui sont distincts, mais du coup, on n'a pas tous les œufs dans le même panier et ça permet une certaine résilience, quoi.
Là c'est clairement la transfo qui est en peine, mais d'un autre côté, il y a les grandes cultures qui compensent. Voilà pour les stratégies commerciales. Côté chiffres, on fait à peu près on est entre 300 et 350 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et il y en a entre 200 et 250 000 en fonction des années générés par le maraîchage. Le reste par les grandes cultures. Et vu que la transfo vient juste de démarrer, là, ça fait 1 an, on n'a pas encore de retour à donner sur les retombées économiques pour l'instant. Tout ça hors subventions. Après, il y a les subventions qui s'ajoutent, quoi. Et du coup, Voilà. sur le maraîchage, ça fait combien de paniers semaine à peu près? Alors, si on ramène à des équivalents petits paniers, on a 3 tailles de paniers, mais en gros, nous, on aime bien parler en équivalent petits paniers. Ça nous fait 320, 340 paniers par semaine. Okay. Voilà. Et en fait, comme je dis ça, il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de porteurs de projets qui me disent ouais, mais c'est vraiment énorme. Enfin, cette structure a fait peur. Moi, j'ai pas vraiment envie de venir soit bosser ici ou venir en woofing là. Et en fait, après le premier rendez-vous et le premier tour de ferme, ils comprennent qu'il y a beaucoup plus d'avantages à s'installer à plusieurs en maraîchage que d'à partir tout seul en microstructure, quoi. Et ça, c'était mon parti pris depuis le début parce que j'avais vu quand même à peu près une dizaine de maraîchers sur le département arrêter leur métier au bout de 5 à 10 ans, quoi, à cause de ça. La pénibilité, la surcharge mentale, le physique qui tient plus, le corps qui tient plus. Alors là, nous, on a 0 trouble musculo-squelettique sur la ferme, tout le monde va bien. Et voilà, enfin, tout ça, ça s'entretient, quoi, mais c'est systémique. Ouais, c'est un vrai sujet, clairement, la partie physique et douleur que peuvent avoir, notamment sur le maraîchage, en effet. Ouais. De personnes qui se lancent. Peut-être pour terminer, dernière question, et puis après, on passe aux questions des participants. Après, tu nous diras, mais j'ai quand même l'impression que le projet aujourd'hui, il est sur une bonne voie, voire une très bonne voie. Est-ce que tu saurais dire s'il y avait à donner 2 éléments de réussite, lesquels ce seraient, et peut-être s'il y avait une chose à refaire, qu'est-ce que ce serait? Je crois que s'il y avait une chose à refaire, ça aurait été de penser le projet d'emblée en faisant une proposition d'achat du foncier avec une foncière. Parce qu'en fait, ça déverrouille énormément de choses derrière, notamment pour l'intégration d'associés. Il y a ça. Et il y a une deuxième chose, ça aurait permis d'enclencher, d'avoir un effet vertueux sur l'intégration d'associés et non pas de salariés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu étrange de dire ça, mais en gros, nos salariés sont mieux lotis que les associés, dans le sens où ils ont une sécurisation de leurs revenus. Ils ont un contrat qui leur permet de dire poser un CDI, tac, après solliciter un emprunt, c'est hyper facile. Nous, il faut quand même qu'on montre 2 ans de comptabilité si on veut aller choper des prêts perso pour un habitat ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont un tapis rouge aujourd'hui. Ils n'ont même pas la charge mentale du chef d'entreprise. Donc du coup, pourquoi maintenant ils iraient faire l'effort d'aller plus loin dans la dynamique d'association, quoi. Et on en parle régulièrement, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, mais moi je sens bien quand dans le fond, on a réussi à leur donner un confort. C'est ce qui fait qu'ils restent, hein. Mais d'un autre côté, ils vont pas plus loin. Donc le fait d'avoir si on avait pu débloquer ce foncier avant, en fait d'emblée je serais parti plutôt sur une dynamique d'intégration d'associés et ça aurait évité cet effet un peu je sais pas pervers ni vicieux, mais voilà, cet effet induit. Okay. Et après les 2 éléments de réussite, le collectif, ça c'est indéniable, indéniable. Le fait d'avoir bien pensé tout ça, et puis après le fait d'être hyper rigoureux sur l'organisation du taf, parce qu'on a plutôt des ambitions à pas bosser comme des bourrins. On se contenterait d'une rémunération relativement modeste, mais par contre la qualité de vie, c'est ça qu'on priorise. Donc ça passe par un très haut niveau d'exigence
sur l'organisation du travail et tout ce qui a trait en fait au temps de travail. Donc, du coup, ça rejoint les différents points que je vous ai cités précédemment, quoi. Mais écoute, un grand merci pour ce partage-là et retour d'expérience qui, je pense, sera utile aux personnes qui nous écoutent. On va passer, du coup, là, on se donne encore 15 minutes, un peu plus de 15 minutes, si ça te va, Baptiste, pour répondre on va essayer d'en prendre un maximum de questions des participants. Notamment, il y en avait une, et c'est vrai, on n'a pas abordé le sujet des investissements nécessaires pour monter un projet de ce type. Est-ce que, bon, le foncier, c'est un peu particulier dans votre cas, mais est-ce que tu peux nous dire un peu sur les gros investissements qu'il y a eu côté matériel voilà, pour lancer Mhm. le projet? Ouais, alors sur le maraîchage, en comptant le rachat des serres existantes, du matériel existant, plus les investissements que j'ai dû faire concernant chambre froide, système de lavage, chambre tempérée, atelier et des gros bitunnels, on était sur 150 000 € à peu près. Okay. Donc, c'est pas non plus des chiffres faramineux. C'est l'avantage du maraîchage, hein. Là, donc, dans 3 ans et demi, il n'y a plus d'investissement. Enfin, tout est remboursé et honnêtement, je ne vois pas sur quoi on aura besoin de réinvestir. Parce que du coup, c'est des charges de mécanisation qui sont très faibles. Le matériel est très facilement réparable. Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur les grandes cultures, tout le matériel, il y en avait pour 60 000 € à tout racheter. Sauf qu'il y en avait bon nombre qui étaient désuets, notamment notre tracteur de tête qu'il a fallu racheter. Et donc là, on est en train de le racheter. Et il y en avait pour 40 000 €. Donc on va dire, avec 120 000 €, on faisait une installation, quoi, pour une personne sur 80 hectares. Okay. Et le labo, lui, il y avait 70 000 € de D'accord. matos. Et, Okay. la particularité du labo, c'est qu'en fait, on utilise les locaux du réfectoire et de la cuisine de l'ancienne école, qui est mis à disposition par la commune, en fait. On a un petit loyer de 50 € par mois, c'est vraiment du pain béni, quoi, pour démarrer. Voilà. Ok, non, mais très bien. Je crois qu'on a fait le tour, ouais, sur les investissements. Après, il y avait oui, une question sur l'habitation. Enfin, c'est vrai que le sujet de l'hébergement est Ouais. souvent un vrai sujet Ouais. pour une Alors installation. moi, je suis hyper catégorique là-dessus. C'est surtout pas sur la ferme. Ok. C'est surtout pas sur la ferme parce que ça pose des grosses problématiques de transmission derrière. Même nous, hein, Marina et moi, à la fin du projet, là, dans 3 ans et demi, on aura le choix. Soit on sort du projet, on intègre des gens voilà, à compétences égales, qui sont capables de reprendre la main. Soit on reste associé à l'extérieur. Donc on garde, voilà, on est quand même présent aux AG, on garde un œil et un pied ici. Soit on repart pour un cycle. Mais en fait, dans tous les cas, si on avait mis notre maison sur la ferme, tout ça c'était verrouillé, quoi. Ces 3 options-là étaient condamnées à la seule et unique option que c'est nous qui continuons. Parce que du coup, on a nos racines ici, c'est le mode de vie qui est ici, il y a tout qui est concentré sur la ferme, et du coup, le privé-pro, il n'y a plus de distinction. Et moi, je le vois, hein, aujourd'hui dans les campagnes, tous ceux qui ont les maisons sur les fermes, c'est un des gros points de difficulté pour les transmissions, quoi. Mm. Surtout en fin de carrière, parce que quand tu as fait toute Après, ta vie sur ta ferme, dans ta maison. ce qui est plus facilement faisable quand on a du végétal que de l'élevage. Ouais, c'est ça. Ça peut être C'est ça. plus- Après, voilà, nous, on a un projet de rachat là, pour cette année, on va vivre à 1 kilomètre de la ferme. Mais c'est pas sur la ferme. Ok. Et du coup, personne ne vit sur la ferme aujourd'hui. Et personne ne vit sur la ferme. Non. Ok. Non, non. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un outil qui transcende, j'allais dire, le temps de vie des hommes, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'à terme, on aimerait bien partir sur un système SCOP ou SCAEC, une fois que le foncier, enfin, que tous les freins dont je vous ai parlé seront levés. Et pour que ça fonctionne, faut que ce soit un outil de travail qui passe de main en main. Et du coup, ça suppose que ce soit décorrélé du mode de vie perso des gens. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui n'empêche pas de mettre en place des actions au service des personnes qui bossent sur la ferme. C'est pas incompatible si tout le monde est OK pour mettre un ou deux cochons ou des trucs comme ça. Enfin voilà, pour l'autonomie alimentaire, c'est complètement envisageable, mais pas d'habitat. Ok.
Intéressant. Et alors, il y a une autre question sur là plutôt, et c'est vrai que moi j'ai souvent cette question pour des personnes qui ont envie de s'installer à plusieurs, mais qui n'ont pas nécessairement identifié les personnes avec qui s'installer. Il y a la question de est-ce que, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, est-ce qu'il est préférable de commencer par trouver la ferme et ensuite trouver les personnes pour rejoindre un groupe, ou est-ce qu'il est préférable de commencer par identifier ses potentiels futurs associés et trouver la ferme ensemble? Ouais, ouais, oui, l'idéal, c'est d'avoir un groupe déjà au début et de trouver la ferme ensemble. Ouais, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la théorie. Ouais, c'est ça. Et il y a un gros écart avec la pratique. Ouais. Ouais. Et que, Non, et non, c'est vrai ça, que, c'est l'idéal parce qu'en fait, d'un point de vue gestion de projet, tout le monde se pose à peu près les mêmes questions en même temps. Et donc, du coup, ça permet de co-construire. Alors que s'il y en a un qui prend les démarches, qui est un peu plus en avance, d'ailleurs, c'est mon défaut, personnellement, que je suis en train de gommer petit à petit, mais tendance à aller plus vite que la moyenne du groupe, et ben, du coup, ça fait des asymétries d'information, ça crée fatalement des tensions, et, euh, et c'est pas forcément plus sain. Voilà. ouais. Ok. Et alors après, sur là, plutôt je repasse sur la partie technique agronomique. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de la gestion de la fertilité, notamment via la plantation des haies. Est-ce que tu peux nous dire un peu les espèces que vous souhaitez la mettre en place dans les nouveaux kilomètres de haies que Qui ont vous été avez? plantés? Ouais. Ouais, ouais. Bon, en fait, c'est assez simple, hein. Il y a 2 critères. Il faut que ça corresponde au type de sol, enfin 3, au type de sol, à la capacité à pouvoir supporter de la taille assez forte, hein, parce que le tétard, c'est pas n'importe quelle taille. Et enfin, mince, bon bref, ça va me revenir. Et en gros, ah oui, et que ce soit du végétal local. C'est-à-dire que ce soit des semences qui aient été récoltées sur le territoire, dans notre terroir, pour que ça colle au mieux en termes de génétique exprimée. Donc ça, c'est hyper important. En soi, donner comme ça les espèces, je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, nous, on a mis pas mal de frênes, pas mal de saules, du peuplier noir, et tout ça entouré et gainé par des espèces arbustives. Parce que l'idée, c'est d'avoir un fût qui monte très vite, très haut, et après qu'on fasse la taille à la bonne hauteur, quoi. Ok. Voilà. Quitte à broyer après le reste des arbustes, en fait. Ok, Mais très bien. bon, je pense qu'on va les garder pour des questions de biodiversité. Ok. Et sur aussi l'intégration entre les ateliers, enfin, notamment entre le maraîchage et les grandes cultures. Est-ce Ouais, ça, c'est qu'il y a une intéressant. interaction aujourd'hui? Ouais, ouais, il y a une synergie en fait entre les 3 ateliers et entre grande culture et maraîchage, elle est de 2 types. Il y a mutualisation de matériel. D'accord. Euh, on utilise notamment le matériel et le réseau d'irrigation pour des grandes cultures pour le maraîchage. On utilise aussi une partie du matériel de traction, donc les tracteurs des grandes cultures pour le maraîchage. Et la compensation, c'est que quand il y a des pics de travail aux grandes cultures où il y a besoin d'être 2 voire 3, et ben en fait les gars du maraîch glissent temporairement sur 1, 2 ou 3 jours sur les grandes cultures. Ok. Et après, bah, il y a aussi des synergies, j'imagine, avec le labo de transfo, enfin, notamment pour les recettes, où vous devez Ouais, prendre une partie des légumes frais, une partie des légumes secs. ouais. Ça, c'est aussi. Ouais, là, les synergies, pareil, hein, sur les pics de travail, quand il y en a sur le labo, ça peut être une personne de l'équipe qui glisse sur une journée ou 2 jours par semaine au labo quand il y a des recettes qui sont vraiment chronophages. Heureusement, les recettes sont assez diversifiées, donc du coup, on tombe pas sur un problème systémique, c'est ponctuel. Donc ça permet cette diversification-là. Et puis nous, bah, tout simplement, ça permet de valoriser des produits qui sinon seraient perdus, quoi, tout simplement. Voilà. Ok, très bien. Et alors, peut-être, alors, on passe sur les dernières questions, notamment sur l'organisation du travail. Donc, on a parlé sur le maraîchage de ces 2,5 jours de week-end par semaine. Sur les grandes cultures, tu disais que lui, il gérait vraiment ça de son côté de manière autonome. Est-ce que tu sais quand même quel est enfin, il y a une question sur le nombre d'heures par semaine travaillées, à la fois par Ouais. les salariés, par les associés? Ah bah on est à 35 heures. Tout le monde, du coup? Ouais, 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 ouais. Ok. Ah bah moi, non, moi j'aime bien faire un peu de zèle parce que, mais c'est pas pour la ferme en fait. Je m'implique aussi sur des projets plus territoriaux.
Ok. Voilà, je suis administrateur à Chassagne, je suis administrateur au GAB local. Et puis en ce moment, on a un gros projet de structuration de filière légumes bio pour approvisionner les collectivités. Donc ça me prend pas mal de temps. Il y a des intérêts pour la ferme à moyen et long terme. Mais voilà, enfin, je pourrais ne pas le faire. Là, c'est vraiment par pure envie et puis parce que ça m'éclate, quoi, tout simplement. Trop bien. Ok. Et alors, il y avait aussi la question du salaire. Est-ce Ouais. que tu peux nous partager le salaire par salarié associé? Ouais. Les salariés, ils sont à 110% du SMIC. Alors, en fait, non, c'est progressif. La première année, si c'est débutant, ils sont au SMIC. La deuxième année, ça se négocie en fonction de leur évolution de compétences. Mais généralement, on passe à 110. Et après, on aimerait bien monter à 120 sur la troisième année. Ça, c'est l'objectif. Quand on aura rectifié un peu la barre, là, dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, c'est l'objectif. Mais bon, enfin voilà. Et en même temps, le SMIC va augmenter. Donc, bref, ça reste à voir. Concernant nous, les associés, on est au SMIC tous les deux. Enfin, en fait, on est à exactement 1250 euros par mois chacun. Et par contre, enfin, voilà, il y a toujours des moyens de bidouiller, mais en gros, tous nos frais alimentaires, gasoil et charges, électricité, Internet, etc., perso, du coup, ça, on le fait glisser sur la ferme. Donc, en fait, c'est de la promotion en nature, si on peut dire, quoi. Hmm. Voilà. Ok, très bien. Et alors, la dernière question, est-ce que c'est vrai que tu nous as pas mal parlé, notamment au début de projets politiques, enfin, en disant que la partie politique était un peu à part. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi cette partie politique dont tu parles et est-ce que c'est là les engagements dont tu as parlé avec le GAB, est-ce que ça comprend cette partie projet politique ou c'est... Voilà, je veux bien que tu nous dises deux mots là-dessus. Ouais, bah, c'est induit en fait. On part en fait de quelle est notre vision du développement agricole au sens large, au sens national, voire oui, au moins national si ce n'est européen. Et en fait, fort de tout ce qu'on a pu voir construire avec Marina, ça en a découlé sur un projet politique de ferme, donc du coup collaboratif, diversifié, avec des pratiques qui tendent vers l'autonomie, en tout cas en ferti. Euh, et à terme énergétique. On n'y est pas encore, loin de là, surtout quand il faut remplacer des tracteurs de 130 chevaux. Il va falloir sérieusement revoir les itinéraires techniques si on veut passer sur l'électrique ou sur des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est notre vision politique et c'est les fondamentaux, c'est les fondations sur lesquelles se base notre projet de développement de ferme. Après, de là, effectivement, ça s'extrapole sur des partenariats qu'on a, par exemple, avec Chassagne, parce que c'est un projet qui colle à nos valeurs et à ce projet de fonds politique. Le projet de structuration de filière légumes bio sur le département et sur le territoire, ben, ça colle avec ce que nous, on a envie de faire parce que ça rentre en lien avec des plans alimentaires territoriaux qui veulent gagner en résilience, qui veulent gagner en qualité, qui veulent gagner à limiter les intermédiaires et les filières longues. Donc, tout ça, ça a du sens, en fait. Hmm. Voilà ce que je peux Ok. dire sur le projet politique. Très bien. Écoute, un grand merci là pour toutes ces informations que tu nous as partagées. Le webinaire, donc, il a été enregistré et du coup, pour celles et ceux qui souhaiteraient là, le revoir, prendre le temps un peu de digérer toutes les informations donc, transmises, on vous partagera donc, le lien du replay sur le canal Discord donc, dédié à l'événement. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore créé de compte, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, il sera aussi partagé dans la prochaine newsletter. Donc, pour rappel, ce canal Discord, il a été lancé récemment. L'objectif, c'est vraiment d'être cet espace de discussion pour une communauté de porteurs de projets à l'installation et vraiment pour favoriser l'échange et la collaboration entre vous tous et toutes. Voilà, donc merci pour votre présence. On espère que vous repartez avec quelques clés supplémentaires utiles pour votre projet. Et puis, nous, on continue là sur cette série Les Voix du terrain avec objectif de recevoir un agriculteur ou une agricultrice par mois. Donc, on n'a pas encore la date exacte du prochain, mais ce sera, si tout va bien, en mai. Et on vous en dit plus très bientôt. Un grand merci, Baptiste, en tout cas.
Avec plaisir. À bientôt. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, ça peut se passer sur le Discord pour ceux qui le souhaitent. À bientôt. Au revoir. Au revoir.